Je m'appelle Renaud Becquet, je suis directeur de recherche à l'INSERM. Je co-dirige une équipe à Bordeaux qui s'appelle GEEKS pour Global Health in the Global South. Quelques mots du coup sur mon parcours. J'ai été formé à la santé publique à l'école de santé publique de Bordeaux, à l'ISPED. J'ai ensuite fait ma thèse de sciences sur le terrain à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et je travaillais à l'époque sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH par l'allaitement maternel. Et puis j'ai fait un post-doc en Afrique du Sud, toujours sur le même sujet. Et j'ai ensuite été recruté à l'INSERM à Bordeaux. Euh, et puis j'ai changé de thématique de recherche à la faveur d'une rencontre avec des collègues humanitaires d'une ONG qui s'appelle Alima. Et du coup, c'est un peu l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Comme c'est un séminaire méthodologique, l'idée c'était de vous partager les réflexions méthodologiques qu'on a eues sur le schéma d'études le mieux adapté dans des contextes de crise humanitaire pour répondre à la question suivante: est-ce que l'accès à une supplémentation nutritionnelle destinée à prévenir la malnutrition infantile permet aussi d'améliorer la couverture vaccinale de ces enfants en Afrique subsaharienne? Alors, déjà, peut-être quelques mots sur ce contexte qu'on appelle de crise humanitaire et du coup, pourquoi c'est important d'améliorer la santé dans ces contextes. Alors, déjà, on sait que plus de la moitié des décès maternaux infantiles surviennent lors de crises humanitaires et ceci appelle à une double nécessité d'amélioration, d'abord sur l'accès aux soins, mais aussi sur la qualité de ces soins. Et ce qu'il faut, c'est mieux documenter les données et innover dans ce secteur pour du coup améliorer la médecine humanitaire. Pourtant, quand on regarde les études enregistrées sur clinicaltrial.gov, on se rend compte que moins de 4% concernent des études qui se déroulent en Afrique subsaharienne et la grande majorité de ces 4% d'études se font en Égypte ou en Afrique du Sud. Donc en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est articuler les conditions des contextes de crise autour du travail de la recherche. Et l'idée, c'est de mettre en œuvre des recherches de haut niveau, de qualité, en santé globale, en contexte d'urgence humanitaire. Pour cela, on travaille dans ce que j'appelle des zones complexes. Alors une zone complexe, c'est soit une zone très décentralisée, ça peut être aussi une zone en post-conflit. On travaille pas en zone où directement c'est la guerre pour des raisons éthiques, parce que ça serait pas éthique de conduire des recherches dans ces contextes. Par contre, dans les zones de post-conflit, qui sont souvent oubliées de la recherche, euh, il- euh, euh, ce sont des moments qui sont propices à l'apparition d'événements néfastes de santé. Du fait de déplacements de population, les gens reviennent et la situation reste tendue du fait des post-conflits. Et puis, ben, aussi les zones à contexte sécuritaire tendu, malheureusement, qui sont de plus en plus présentes sur le continent africain, mais qui justement ne peuvent pas rester des zones oubliées de la recherche. Et pour faire ça, ben, finalement, nous, les chercheurs, si on travaille seul, on n'est pas en mesure de travailler dans ces zones complexes. Et donc, l'idée, c'est de travailler main dans la main avec des humanitaires et du coup de mutualiser nos compétences. Donc, c'est ce que nous faisons depuis presque 8 ans en créant une plateforme commune qui structure la recherche clinique et opérationnelle dans des zones complexes tout en intégrant des institutions de recherche en Afrique. Et donc, on a construit une plateforme qui s'appelle Coral pour Clinical and Operational Research Alliance. Et elle s'est construite en fait entre trois équipes. D'abord l'ONG médicale Alima, Alima, c'est pour Alliance for International Medical Action, et vous voyez sur leur logo que qu'en fait leur motto c'est soigner, innover ensemble, donc l'innovation est au cœur de leur pratique de soins. La deuxième équipe, c'est le programme de recherche PAXI à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui est un centre de recherche reconnu en Afrique de l'Ouest, qui a beaucoup travaillé sur le VIH et qui a ensuite élargi aux maladies infectieuses et puis désormais à la santé globale.
Et la troisième équipe, c'est l'équipe Geeks de Bordeaux, qui suit exactement le même parcours que le programme PAXI à Abidjan. On vient tous du monde du VIH, on s'est élargi aux maladies infectieuses, et puis aujourd'hui, ben, on fait de la santé globale, pas forcément sur les maladies infectieuses. PAXI et Geeks, on travaille ensemble depuis presque 30 ans, et nous sommes fédérés par le biais de la NRS autour d'un nouveau dispositif qui s'appelle PRISM, Plateforme de recherche internationale en santé mondiale. Voilà. Donc ces trois entités, c'est ce qu'on appelle Coral, et notre but, c'est de développer des programmes de recherche transformatifs auprès du couple mère-enfant dans les zones complexes africaines. Donc zones complexes, je répète, c'est très décentralisé, post-conflit, contexte sécuritaire tendu. Quand je dis recherche, programme de recherche transformatif, l'idée c'est qu'on aboutisse ensuite à des changements normatifs des pratiques de soins, donc c'est-à-dire finalement réussir à faire des recherches suffisamment convaincantes pour qu'elles puissent aboutir à des changements des recommandations OMS, par exemple. Alors, tout d'abord, on s'est intéressé au sein de Coral à la simplification du traitement de la malnutrition infantile en Afrique. Alors, la malnutrition aiguë reste un problème très important dans le monde. En 2019, 47 millions d'enfants souffraient de malnutrition aiguë, et ça aboutit à 900 000 décès par an. Et il faut savoir qu'un quart de ces enfants vivent en Afrique. Et aujourd'hui, on est dans un contexte. Alors, soigner un enfant malnutri, finalement, c'est très simple. Ce qu'il faut, c'est le rénutrir en utilisant ce qu'on appelle des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Un d'entre eux, c'est le plum peanut. Vous voyez l'exemple sur la photo avec la petite fille qui le mange, qui en fait, donc, ce sont des aliments qui ont été développés. La composition, en fait, ressemble beaucoup à celle du Nutella. C'est très gras, c'est très sucré, mais du coup, sur un format et une texture qui permet à l'enfant de le manger, et c'est à base de lait en poudre, d'huile d'arachide essentiellement. Et finalement, la prise en charge de la malnutrition, elle se fait en ambulatoire, donc c'est-à-dire les enfants vont arriver au niveau de centre de santé primaire, on prend leur constante anthropométrique, on leur donne la ration de plum peanut qu'il leur faut pour la semaine ou pour les 2 semaines à venir, suivant la distance du centre de santé. Et puis ensuite, on demande à la maman de revenir jusqu'à ce que l'enfant aille bien. Donc on est sur une prise en charge qui est simple, qui peut se faire au niveau de centre de santé primaire, qui ne nécessite pas de médecin. Elle peut se faire avec simplement les infirmiers qu'on a dans les centres de santé primaire. Et pourtant, on est aujourd'hui dans un contexte où l'aide internationale pour traiter les enfants malnutris couvre à peine 40% des besoins. Et donc, on a encore beaucoup trop de décès qui sont aujourd'hui liés à la malnutrition. Donc, dans ce contexte, on se demande, est-ce qu'on peut optimiser et simplifier cette prise en charge? Et donc, de concert avec Anima, on a développé une nouvelle stratégie qui s'appelle Optima. Euh, et qui repose en fait sur les modifications suivantes. Alors, la première, c'est de simplifier le diagnostic et le rendre plus précoce. Le rendre plus précoce, l'idée, c'est d'impliquer les mamans dans le diagnostic précoce, et le simplifier, c'est en utilisant simplement un ruban de périmètre brachial, comme vous voyez en bas de la diapositive, avec un message clair qui est donné aux mamans. Si c'est vert, tout va bien. Si c'est jaune, si l'enfant est dans la zone jaune, il faut aller au centre de santé. Si c'est rouge, il faut courir au centre de santé. Euh, donc, du coup, le ruban de périmètre brachial, il peut être utilisé par les mamans. Elles peuvent faire un diagnostic précoce. Il peut être aussi utilisé au niveau des centres de santé, et ça facilite vachement la prise en charge. Ici, c'est une photo où vous voyez, en fait, au jour d'aujourd'hui, la prise en charge, enfin, les constantes anthropométriques pour déterminer si un enfant est malnutri, on se base plutôt sur le poids et la taille. Alors, ça implique déjà d'avoir deux outils, une balance qui fonctionne, et puis ces fameuses toises, comme vous voyez ici. Et puis, quand même, c'est compliqué, c'est pas très opérationnel. Quand l'enfant a moins de 2 ans, vous voyez, il faut le mesurer allongé,
ils gigotent. Généralement, là, vous voyez que vous avez 3 personnes pour mesurer la taille. C'est pas opérationnel. Le ruban de périmètre brachial, c'est beaucoup plus simple et il suffit de l'appliquer au milieu du biceps. Et donc, c'est facile à expliquer aux agents de santé, c'est facile à expliquer aux mamans. Donc, ça, c'est le premier trépied de la stratégie Optima, c'est on simplifie, on utilise le ruban de périmètre brachial. Le deuxième trépied, c'est de dire on va utiliser un seul aliment thérapeutique, en l'occurrence le plum peanut. La malnutrition, en fait, elle est divisée arbitrairement entre malnutrition aiguë, modérée ou sévère. En fait, la malnutrition, il faut voir ça comme un continuum, et donc on peut la prendre en charge avec le même aliment thérapeutique. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, suivant si on a de la malnutrition sévère ou modérée, on n'utilise pas les mêmes aliments thérapeutiques, c'est pas les mêmes chaînes d'approvisionnement, c'est pas les mêmes bailleurs de fonds, ça complique les choses sur le terrain. Donc nous, on simplifie, on dit, on n'en prend qu'un seul. Et le troisième trépied, c'est de dire qu'on va l'utiliser avec un dosage dégressif qui va être basé sur l'évolution du périmètre brachial de l'enfant. Alors, ce qui est un peu fou dans la prise en charge de la malnutrition au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on est sur quelque chose d'assez contre-productif, dans le sens où la dose, la ration de plum peanut qui va être donnée à l'enfant est basée sur le poids au moment de la visite. Or, l'enfant gagne en poids au fur et à mesure qu'il guérit, et donc finalement, on est sur quelque chose de contre-productif où plus l'enfant va être gros, plus on va lui donner à manger, alors que c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. Et à Lima et à la faveur de l'expérience de Suzanne Shepard, qui est la directrice médicale d'Alima et qui a soigné des milliers, des dizaines de milliers d'enfants malnutris au cours de sa carrière, et du coup, forte de son expérience, a développé, avec Kevin Freeland, le référent nutrition chez Alima, une nouvelle table de dosage avec cet usage dégressif. Alors, on a évalué ça dans 3 essais cliniques. D'abord, on a commencé avec un essai de preuve de concept à un bras qu'on avait fait dans le nord du Burkina pour voir déjà s'il y avait une bonne appropriation de la nouvelle table de dosage par les agents de santé et puis s'il n'y avait pas d'excès de mortalité. Les résultats étaient rassurants, donc du coup, on s'est lancé ensuite dans 2 essais cliniques randomisés individuellement. Le premier en RDC, dans le Kasaï, et donc on est vraiment dans une zone très enclavée. Je vais vous montrer des photos après, dans la forêt. Et le deuxième au Niger, dans la zone de Maradi, là dans une zone à contexte sécuritaire très tendu. Dans le Kasaï, on était en post-conflit. Là, dans Maradi, on est vraiment dans un contexte sécuritaire tendu. Dans les 2 cas, on est dans des zones très décentralisées et le travail se fait au niveau de centres de santé primaires. Le fait d'avoir travaillé avec les humanitaires d'Alima, en fait, fait qu'il y a un travail très fort qui est fait avec la communauté. Ça, c'est le cœur de métier des humanitaires. Ils savent le faire. Et du coup, ça nous a permis, grâce à cette capacité à parler et travailler avec les communautés, d'expliquer aux communautés la nécessité d'une randomisation individuelle et que du coup, ça allait impliquer que certains enfants allaient repartir à la maison avec moins de plum peanut que d'autres, mais qu'en faisant ça, on allait pouvoir soigner plus d'enfants. Et on a fait le pari du coup de la randomisation individuelle en se disant, avec la force du travail communautaire d'Alima, on va réussir à convaincre les gens. Et ça a marché. Et du coup, ça nous a permis en fait de faire les seuls essais cliniques sur ce thème avec randomisation individuelle. On a fait ça dans le cadre d'essais de non-infériorité et les résultats ont été très en faveur de la nouvelle stratégie puisqu'on a pu démontrer la supériorité alors qu'on était dans des essais de non-infériorité. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Optima, on prend en charge 30% d'enfants en plus en utilisant 20% de produits nutritionnels en moins en comparaison avec les programmes habituels. Donc, en gros, avec la même quantité de nourriture, on va soigner 2 fois plus d'enfants. Et finalement, on a même pu démontrer que ces enfants allaient mieux que dans les programmes habituels, puisqu'on les prend en charge plus précocement grâce au diagnostic précoce qui est fait par les mamans. Alors, ici, je vous mets quelques photos pour que vous vous rendiez compte du contexte. Quand je vous dis zone très décentralisée, le Kasaï, c'est une zone qui est très enclavée
en République démocratique du Congo, très difficilement accessible. Alors bon, nous, depuis l'Europe, en partant de Kinshasa, après, on prenait les vols des Nations Unies pour déjà se rapprocher de la zone, et puis après, 1, 2 journées de voiture dans la forêt, et vous voyez, en saison des pluies, c'est particulièrement compliqué avec les 4x4 qui s'enlisent. Ensuite, dans la zone, le projet, par exemple, en RDC, c'est fait au niveau de 4 centres de santé primaires. Et autour de ces centres de santé primaires, il y avait 60 villages. Nous, dans le cadre de l'essai, comme on était inquiet que les enfants puis rechutent du fait de la réduction de dose, le critère de jugement principal de l'essai, il a été évalué 6 mois après l'inclusion. La prise en charge de la malnutrition, ça se fait en 6 à 8 semaines suivant l'état de l'enfant. Après, il retourne à la maison. Mais nous, en fait, on a continué à les suivre à domicile pendant 6 mois pour vérifier qu'ils ne rechutaient pas. Et donc, ça se faisait par moto. Et vous voyez ici une partie de l'équipe. Et puis, quand il pleut, c'était très compliqué. Quelques photos qui vous montrent aussi la réalité des centres de santé dans lesquels on travaillait. Et puis, ici, vous avez Victoire, la responsable de la recherche chez Alima, et Cécile Caz, une des jeunes chercheuses qui travaille sur ces projets avec moi. Et vous voyez que on est en plein dans l'acquisition, le traitement des données, qui est notre cœur de métier. Alors, toujours est-il que ces résultats importants, on a pu bien les valoriser avec des articles dans le Lancet Global Health, dans eClinical Medicine. Les données ont été transmises à l'OMS qui était en train de réviser les recommandations et ça aboutit à un changement de recommandation et finalement, pour la première fois, la validation du concept, le concept de réduction de dose pour traiter la malnutrition a été validé dans les dernières recommandations OMS. Donc, notre objectif de recherche transformative était atteint. Donc, du coup, voilà, on a fait le job sur comment améliorer la prise en charge de la malnutrition, mais du coup, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir cette malnutrition? Alors, on est sur quelque chose d'éminemment complexe, les voies d'impact qui expliquent qu'un enfant est malnutri ou non dépendent de beaucoup de facteurs. Nous, en fait, on reste sur le type de prise en charge qu'une ONG comme Alima peut proposer, et on est sur de la prise en charge médicale. Et une des façons de prévenir la malnutrition, ça repose sur donner des suppléments nutritionnels aux enfants avant qu'ils deviennent malnutris. Et je vais vous le dire un peu plus loin. Bon, c'est quelque chose qui marche bien, qui n'est pas forcément mis en œuvre au jour d'aujourd'hui parce que ça coûte cher. Et on s'est dit, mais est-ce que avec une stratégie comme ça de supplémentation nutritionnelle, on ne pourrait pas faire d'une pierre deux coups et utiliser ça comme incentive pour améliorer la couverture vaccinale contre la rougeole de ces enfants? Et donc, c'est le projet qu'on appelle Nutrivax, Nutrivax Measles pour rougeole, qui est en train de débuter au Nigeria, dans l'état du Yobe. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter les résultats, mais je vais vous expliquer le rationnel qui sous-tend cette étude, et puis vous faire part de nos réflexions méthodologiques pour choisir le schéma d'étude le mieux adapté. Alors, on est dans un cercle vicieux entre maladies infectieuses et malnutrition, et ça constitue une double menace pour les enfants les plus vulnérables. La malnutrition rend les enfants plus susceptibles aux maladies infectieuses, et les maladies infectieuses augmentent leur risque d'être malnutris, sans qu'on sache forcément au jour d'aujourd'hui toujours où est l'œuf de la poule, et d'ailleurs ça nécessite d'avoir des études de qualité pour mieux comprendre ce phénomène. En ce qui concerne la vaccination, il y a eu des progrès considérables ces dernières décennies, c'est indéniable, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a quand même 20 millions d'enfants dans le monde qui échappent à la vaccination chaque année. La majorité de ces enfants sont en Afrique, et on est aujourd'hui dans un contexte post-Covid, et tous ces mauvais chiffres ont été aggravés depuis la pandémie à Covid.
on a une très forte augmentation du nombre d'enfants qui sont non immunisés ou partiellement immunisés, et donc du coup pas couverts pour les maladies pour lesquelles on les vaccine. Et puis l'insécurité alimentaire, qui était déjà mise à mal par des conflits ou par les changements climatiques, a fortement augmenté dans cette période post-Covid dans laquelle on est aujourd'hui. Le lieu où on va faire le projet Nutrivax, on est dans le nord-est du Nigeria et qui est un endroit qui cumule les pires indicateurs du monde. On a une très mauvaise couverture vaccinale. La couverture de la rougeole, elle est à peine à 54%. Et quand on parle de vaccination, on s'intéresse toujours aux zéro dose kids. Les zéro dose kids, c'est des enfants qui n'ont reçu aucune vaccination. Il y a 3 millions d'enfants dans le monde qui correspondent à ça, et 14% de ces 3 millions d'enfants résident au Nigeria. Donc on voit qu'il y a vraiment une urgence à améliorer la couverture vaccinale dans ces contextes. On est très loin des chiffres qui peuvent être rapportés par les programmes élargis de vaccination, où on nous dit que 98% des enfants sont vaccinés. Non, la réalité, malheureusement, n'est pas celle-là. On est aussi dans un contexte d'urgence alimentaire, et 1%, seulement 1% des enfants de moins de 2 ans ont un régime alimentaire minimal acceptable. Et au final, vous voyez une mortalité catastrophique, 111 pour 1000 naissances vivantes, et ce qui correspond à près d'1 million de décès annuels. Donc, c'est une situation terrible. Alors, je vous disais, on peut prévenir. Alors, il y a plein de façons de prévenir la malnutrition, en augmentant les revenus, en travaillant avec les agriculteurs, en essayant de créer des synergies au niveau des communautés entre l'approvisionnement, la production de nourriture et puis réellement ce qui va arriver dans la bouche des enfants. Mais comme je vous disais, là, nous, on travaille avec une ONG humanitaire qui est basée sur de la prise en charge clinique, qui travaille dans des centres de santé. Et donc, nous, le moyen qu'on va utiliser, ça va être la supplémentation nutritionnelle avec ce qu'on appelle les SQLNS. Alors, ce sont des suppléments nutritionnels à base lipidique. On appelle ça aussi Nutri-Butter. Vous avez un exemple, vous voyez le petit sachet. Ici, on est sur le même principe que le Plum Peanut que je vous présentais avant, avec du coup une composition différente, adaptée. Il suffit de donner un sachet par jour chez les enfants dans leurs 2 premières années de vie, une fois qu'ils ont passé les 6 premiers mois où ils sont censés être allaités de manière exclusive. Et vous voyez sur la petite figure à droite que les résultats sont spectaculaires en termes de réduction de la mortalité, de réduction de l'incidence de la malnutrition, de réduction de l'anémie. On a un très fort niveau de preuve scientifique avec des essais cliniques randomisés individuellement qui est bien mis en œuvre avec des articles très convaincants. Et une revue du Lancet en 2022 a ciblé le SQLNS comme une action prioritaire à urgemment mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est assez peu mis à l'échelle parce que ça coûte cher. Et d'où notre idée du coup d'une pierre deux coups, parce que si on peut démontrer que, en plus de prévenir la malnutrition, ça permet de booster la vaccination, peut-être qu'il y aura une plus forte mobilisation au niveau des bailleurs de fonds pour le mettre en œuvre. Et donc, du coup, on pense que ça pourrait être une solution clinique novatrice pour inciter à la malnutrition. Alors, la théorie du changement, elle est assez simple. En fait, c'est que les mamans vont entendre qu'il y a une distribution de ce SQLNS au niveau des centres de santé. Du coup, elles vont s'y rendre. Les enfants vont recevoir ce SQLNS, ça va prévenir la malnutrition. Mais du coup, ça sera l'occasion d'inciter les mamans à vacciner leurs enfants. Et ainsi, du coup, on sauve des vies. Et puis, il faut toujours penser aussi à l'impact de ce qu'on fait sur les systèmes de santé. On va se retrouver avec des systèmes de santé qui vont être moins débordés et du coup plus efficaces parce qu'ils auront moins d'enfants malades à prendre en charge puisqu'on aura à la fois prévenu la malnutrition et en plus ces enfants auront été vaccinés.
Nous, là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'être en capacité de mesurer des couvertures vaccinales en vie réelle et de s'intéresser à l'adhésion des populations les plus vulnérables. Donc, on, voilà un peu notre feuille de route. Euh, euh, Ce qu'on veut, c'est évaluer, estimer l'efficacité d'un programme de supplémentation de masse du SQLNS qui est ajouté à un programme de vaccination de routine par rapport à un programme de vaccination de routine seul en termes de couverture contre la rougeole après 12 mois de prise en œuvre, de mise en œuvre du programme. Et on a les objectifs secondaires suivants. Donc, ce qu'on voudrait, c'est estimer l'efficacité d'un programme de supplémentation de masse ajouté au programme de vaccination en routine, en s'intéressant à l'accès aux autres vaccins infantiles, à l'évolution anthropométrique, parce que même si l'impact du SQLNS a été bien démontré dans le cadre d'essais cliniques, ben, c'est toujours important de le regarder en vie réelle et encore plus dans des zones très complexes comme je les ai définies précédemment. Et puis ben, de se demander aussi est-ce que finalement ça permet d'accéder à d'autres interventions en santé. Il faut aussi être en mesure d'évaluer les obstacles et les facilitateurs à cette supplémentation de masse de SQLNS. Et donc là, on rentre dans ces nouveaux types d'études de type Implementation Research. Et aujourd'hui, c'est vraiment essentiel et c'est quelque chose qui est demandé à la fois par les bailleurs, mais aussi par des ONG comme Alima. C'est essayer vraiment de comprendre les voies d'impact qui font que quelque chose marche ou ne marche pas. On parle aussi d'évaluation de processus. Et enfin, bien sûr, évaluer le rapport coût-efficacité. Et là encore, ça intéressera fortement les bailleurs. Alors, le projet là qu'on est en train de faire, il est cofinancé par une grosse fondation américaine qui vise à combattre la faim dans le monde, qui s'appelle Eleanor Cook, et Gavi, qui est l'alliance internationale qui permet de favoriser l'accès aux vaccins dans les pays à ressources limitées. Donc voilà, c'est ce double financement. On a surtout travaillé avec la Fondation Eleanor Cook où ils sont vraiment impressionnants au niveau scientifique et on a eu pendant plusieurs mois des longues séances de travail avec eux pour choisir ensemble le meilleur schéma d'étude pour répondre aux objectifs que je vous ai présentés avant. On était clair sur une chose, c'est que on est bien dans une recherche à visée transformative, on vise un changement de recommandation OMS, donc il fallait privilégier un schéma d'étude expérimental. On avait trois possibilités, un essai clinique classique avec randomisation individuelle, ou alors faire ce qu'on appelle des essais pragmatiques, soit avec une randomisation en grappe, donc c'est-à-dire l'idée ça va être de randomiser des centres de santé plutôt que des individus, ou alors un essai pragmatique avec randomisation par étape. Pour celles et ceux qui connaissent pas, donc on parle aussi de step wedge trial. J'ai mis ici un peu le schéma de ce que c'est un essai pragmatique avec randomisation par étape. En fait, au début, aucun des centres de santé n'a d'intervention. À la fin de l'étude, tous les centres de santé ont l'intervention et c'est donc une mise en œuvre par étape de l'intervention, centre de santé après centre de santé, et ça permet après d'avoir des comparaisons au sein même d'un centre de santé et puis entre les centres de santé avant, après intervention. Dans tous les cas, que ce soit une randousse individuelle par grappe ou par étape, on va comparer les deux bras suivants. Le bras standard, c'est le programme classique élargi de vaccination. Le bras d'intervention, c'est le programme élargi de vaccination plus du SQLNS qui est donné dans la première année de vie de l'enfant. Alors, maintenant, je vais vous montrer des tableaux qui résument un peu ce qui a gouverné notre choix. Donc, c'est toujours la même présentation. Enfin, d'abord, on a l'essai clinique randomisé individuellement, puis celui en grappe, puis celui par étape. Alors, ici, vous avez les différents calculs de taille d'échantillon qu'on a pu faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les essais pragmatiques, ça va être plus coûteux en nombre de patients, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'ICC, c'est le coefficient de corrélation intra-cluster, qui nécessite en fait
en fait, c'est un facteur multiplicatif et qui va faire qu'il va falloir recruter plus d'enfants par rapport à une randomisation classique. Dans le cas d'un essai clinique randomisé, finalement, ça revient à comparer deux cohortes longitudinales de suivi. Par contre, euh, il n'aurait pas, à l'inverse des essais Optima que je vous ai montré avant, où on a fait de la rando individuelle, parce qu'en fait, tous les enfants repartaient à domicile avec du Plum Peanut. Là, nous, on est dans un contexte où on voyait pas bien comment on aurait pu dire dans un centre de santé, ben, les mamans arrivent avec leurs enfants, on les tire au sort, certaines vont repartir avec de la nourriture, d'autres non. Donc du coup, la seule façon qu'on voyait de randomiser les enfants, c'était de les randomiser avant qu'ils arrivent au centre de santé et au niveau des villages. Et ensuite, d'avoir un suivi longitudinal de cohorte. Dans le cas des essais pragmatiques, c'est différent. Là, on peut, puisqu'en fait, on randomise les centres de santé, et en faisant attention à ce qu'on ne soit pas sur des zones qui soient contiguës pour éviter le biais de contamination, et ben, du coup, il y a des centres de santé où on donne du SQLNS, des centres de santé où on n'en donne pas. Là, l'évaluation, elle va se faire par le biais d'enquêtes transversales qu'on fait à baseline, à inline, et ensuite, ben, on compare. Donc là, l'indicateur, ça aurait été par exemple la couverture vaccinale. Donc on voit déjà qu'on est sur des types de suivi différents et une mise en œuvre, en tout cas, qui semblait plus compliquée d'entrée de jeu avec une randomisation individuelle. Alors, si on regarde un peu plus en détail les avantages, les inconvénients de chaque schéma d'étude, alors une rando individuelle, c'est indéniable, il n'y a rien de plus robuste, c'est ce qui nous permet d'atteindre la causalité, et finalement, on n'était pas sur des tailles d'échantillons énormes, et on se disait, bah, l'avantage de cette approche, c'est qu'on pourrait même être dans une approche multi-site, multi-pays, puisque ça réduit les ressources nécessaires. Par contre, le problème de la rando individuelle, ben, c'est qu'on ne met pas en œuvre l'intervention à l'échelle de la communauté. Et ça, c'était un vrai souci pour Alima, qui est avant tout là pour soigner le maximum d'enfants, sauver le maximum de vies. Et après, de façon ancillaire, il participe avec nous à de la recherche. Donc là, on n'était pas trop dans la philosophie Alima. Et le gros souci, et qui fait qu'en fait, on a laissé tomber la rando individuelle, ben, c'est que on pourra mesurer très bien une couverture vaccinale individuelle, mais par contre, on n'a aucune idée de ce qui se passera au niveau populationnel, parce que justement, l'intervention n'est pas mise en œuvre à l'échelle de la communauté. Et donc là, ben, on sortait un peu du scope de ce qu'on cherchait à démontrer. Donc, vous voyez que on va plus je vous emmène plus vers les essais pragmatiques. Euh, le problème des essais pragmatiques, ben, on randomise pas les individus, on randomise des centres de santé. Il va quand même falloir un certain nombre de centres de santé pour que ça soit valide. On est aussi sur une science qui est assez nouvelle et où on a tous beaucoup à apprendre. Il n'y a pas encore vraiment de méthodologie de référence claire, carrée, internationalement, sur lesquelles tout le monde est d'accord, en particulier sur le nombre de clusters. Et dans tous les cas, on randomise pas au niveau individuel, mais on randomise des centres de santé, ben, on peut avoir un déséquilibre des facteurs de confusion. Ça peut être embêtant. Et tout de suite, je peux vous dire, nous, on était réticents à une mise en œuvre du step wedge parce que c'est plus complexe à concevoir et à analyser, en particulier sur les aspects logistiques, puisque, en fait, ce qu'il faut, c'est que pour que le step wedge marche bien, on va mettre en œuvre l'intervention par des pas tous les 2 mois, on la met en œuvre dans les centres de façon comme ça, séquentielle. Or, on est dans des contextes très compliqués. On n'est vraiment pas à l'abri qu'il y ait un souci dans un centre de santé. Du coup, ça décale tout le schéma que je vous montrais tout à l'heure en escalier. Et on avait vraiment une grosse inquiétude, à ce niveau-là. À l'inverse, avec un essai pragmatique avec randomisation en grappe, ce qu'il faut, c'est que tous les sites doivent être prêts à commencer les travaux en même temps. Et voilà.
pour éviter d'avoir des troubles communautaires, ce qu'on propose, c'est que le tirage au sort de quel centre de santé distribuera du SQLNS et quel centre n'en distribuera pas, c'est quelque chose qui se fera en communauté, devant tout le monde, pour que les gens voient que les résultats ne sont pas manipulés. En, en s'intéressant maintenant un peu aux aspects statistiques, et au risque de partialité, ben en fait, et voilà, pour vous résumer tout ça rapidement, parce que je vois que le temps file, euh, le souci de la rando individuelle, c'est que on n'avait pas de couverture vaccinale en communauté. Le souci de la rando par grappe, c'est qu'on a un possible biais de contamination entre les grappes. Une maman qui doit aller dans un centre de santé où il n'y a pas de SQLNS pourrait être tentée d'aller dans le centre de santé de la zone d'à côté où on va distribuer du SQLNS. Pour pallier à ça, on a prévu en fait que on n'inclura pas des zones contiguës. Du coup, en fait, c'est ajouter de la distance géographique entre les différentes zones dans lesquelles se feront l'étude, et en particulier entre les endroits où on distribuera le SQLNS et les endroits où on ne le distribuera pas. Donc du coup, on a ce biais de contamination, mais qui nous semble euh, gérable. Et avec une randomisation par étape en step wedge, là, on a par contre un biais de temporalité qui est majeur, puisqu'en fait, ben, vous souvenez le truc en escalier, et les choses vont être décalées dans le temps. Or, on sait qu'on est dans des contextes où l'accès à la nourriture, où des campagnes de vaccination peuvent sortir comme ça d'un coup, sans qu'on arrive à le maîtriser. On peut aussi, à un moment, avoir un pic de rougeole qu'on n'avait pas les mois précédents. Bref, tout ça mis ensemble fait que nous, les biais de temporalité nous semblent majeurs, et du coup, faisait que on ne sentait pas le step wedge. Ça, plus le fait que les analyses des essais en step wedge, c'est quand même éminemment complexe, ça aboutit en fait à des coefficients qui ne sont pas forcément intelligibles pour des non-statisticiens, et ça rend aussi la communication des résultats plus compliquée. Donc au final, on a choisi de faire un essai pragmatique avec randomisation en grappe. C'est la première fois qu'on fait ça dans notre groupe. Euh, et alors, du coup, rando en grappe comme ça, vous avez compris que ben, on va faire des enquêtes transversales répétées, une à baseline, une à endline. Alors, en tant qu'épidémiologiste, moi, je suis un peu frustré si on a simplement du transversal. Donc, ce qu'on a prévu de faire, c'est de coupler cet essai pragmatique avec études transversales répétées, avec des études de cohorte qui se feront dans chacun des deux bras, donc des enfants qui ont du SQLNS, des enfants qui n'en reçoivent pas, et qui en fait va nous permettre de mesurer de façon déjà ben, l'adhésion vaccinale réelle au niveau de ces enfants, et de voir l'évolution des indicateurs au fil du temps, et surtout d'avoir des données sur l'évolution anthropométrique de ces enfants, et donc être en mesure de démontrer si on voit bien un effet positif du SQLNS. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on veut augmenter, on prévoit en fait d'augmenter l'incidence, enfin, la proportion d'enfants qui sont vaccinés de 10 à 20% en donnant le SQLNS. On couplera ça à des enquêtes qualitatives de faisabilité chez les parents, chez les prestataires de soins en santé. Donc tout ça, on fait une évaluation de processus, et bien sûr, du coup, des enquêtes coût-efficacité. Donc finalement, on va pouvoir à la fois avoir la couverture vaccinale et à la fois mesurer de façon longitudinale des critères quantitatifs secondaires au niveau individuel des enfants. Euh, ça va être évalué dans le cadre d'un programme de mise en œuvre à grande échelle que Alima
est en train de mettre en œuvre. Donc, c'est-à-dire, c'est plusieurs milliers d'enfants dans la communauté vont avoir accès au SQLNS. Et nous, après, par un système de sondage à 2 niveaux, on ira sélectionner les enfants qui font partie de l'enquête baseline et qui feront ensuite partie de l'enquête baseline, pardon. Euh, et donc vraiment, les essais pragmatiques, ce qu'il faut retenir, c'est que le but, c'est de guider la prise de décision dans le monde réel et la pratique clinique de la pratique clinique et des politiques. Et l'idée, c'est d'avoir des résultats qui peuvent être généralisés dans la pratique quotidienne. Alors, pour finir, je voulais vous dire quelques mots pour quand même mieux comprendre comment on fait les choses. J'aime bien cette photo entre Suzanne Shepard et Cécile Caz, puisque vous voyez que même dans les voitures, sur le terrain, on n'arrêtait pas de discuter et on parlait pas chiffon, on parlait du schéma d'études, de la mise en œuvre, vraiment questionner ce qu'on fait. Nous, chercheurs, on a vraiment été bousculés dans notre pratique à travailler avec les humanitaires qui sont dans l'urgence, qui sont aussi sur quelque chose de toujours très pragmatique. Ça marche pas, on y va, on n'y va pas. Bon, ça nous a forcé à travailler différemment, plus vite. Et au niveau de l'ONG à Lima, ben, c'est euh, faire diffuser peu à peu une culture scientifique et aussi ben, s'inscrire sur une démarche de choses qui sont basées sur les preuves, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On était peut-être un peu plus au doigt mouillé. Ben, donc voilà, donc en fait, je pense que tous, on a y gagné. En tout cas, c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges et il faut beaucoup de patience. Et je voulais aussi insister sur l'ingénierie scientifique qui vraiment est cruciale, ben, voilà, pour faire de la recherche en santé globale, mais en particulier dans ce contexte. Et là, nous, on a un fabuleux outil qui est promu par la NRS, qui est cette fameuse plateforme binationale franco-ivoirienne d'ingénierie scientifique entre Paxi à Abidjan, Geeks à Bordeaux. Et on est organisé autour de pôles informatique, monitorage, statistique. Ici, vous avez, à part quelques-uns trucs comme le directeur de Paxi, Raoul Mo ou moi, mais ici, vous avez les informaticiens, uniquement les informaticiens qui travaillent sur tous les projets de recherche qu'on fait. Et c'est vraiment essentiel. Et finalement, les succès qu'on obtient, on les doit beaucoup à cette ingénierie scientifique. Et on est très fiers de notre modèle binational et je pourrais vous en parler dans les questions si vous voulez. Donc finalement, en conclusion, ce qu'on propose, c'est de construire des recherches en santé globale dans les zones complexes africaines, et c'est aujourd'hui essentiel dans un monde globalisé. Et l'idée, c'est de contribuer à la construction et à la transmission de savoirs qui permettent de réduire la mortalité materno-infantile en Afrique. Et je pense aujourd'hui que notre modèle de recherche a fait ses preuves et il mérite d'être en lumière parce que déjà, ben, c'est faire accéder les populations les plus vulnérables à une recherche médicale de qualité, renforcer les compétences des personnels de santé africains, mais aussi ben, donner les clés pour développer des nouveaux projets de recherche au plus près des problématiques de santé des populations. Alors, ici, je vous présente au nom d'une équipe hein, et je remercie vivement les personnes dont vous voyez les noms sur les diapos et en particulier Cécile Caz, Maggie Dorès, qui sont les deux jeunes chercheuses dans mon équipe qui travaillent sur ces projets et les font vivre. Et Roch, ben, peut-être que dans un an et demi, tu pourras inviter Cécile qui va être la, la, la cheville ouvrière sur le projet Measles, enfin Nucivax Measles, pour que vous ayez du coup les résultats et qu'on voit si ça a marché. Et je veux finir avec cette photo que j'ai prise dans le Kasaï en République démocratique du Congo. Vous voyez sur la photo, la majorité des enfants ont plus de 5 ans. Ce sont les survivants. En fait, tout l'enjeu dans ces zones, c'est de passer ce seuil des 5 ans pour du coup survivre. Et du coup, ben, voilà, ce qu'on fait, c'est contribuer à faire en sorte qu'on ait plus d'enfants qui arrivent à passer ce seuil de 5 ans, même quand ils sont dans les zones les plus complexes. Merci, j'ai beaucoup parlé. Merci pour votre attention.